plongeons directement au cœur de l'Angleterre du XIIe siècle pour notre décryptage du jour. C'est une époque fascinante, avec ses châteaux et ses monastères, mais c'est surtout une période marquée par des forêts très sombres et des mythes incroyablement tenaces. On est en plein dans ce qu'on a appelé l'anarchie, sous le règne du roi Étienne, et c'est exactement dans ce contexte brumeux et plein de mystères que naît l'histoire des enfants verts de Woolpit. C'est un récit vraiment unique, qui mélange allègrement le folklore, la médecine et l'histoire humaine. On va décortiquer tout ça étape par étape pour essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. Plantons le décor. On est dans le village de Woolpit, en Est Anglie, en pleine saison des moissons. Les paysans travaillent dur dans les champs quand, soudainement, ils se découvrent deux très jeunes enfants, un garçon et une fille, qui sortent de profondes fosses creusées pour piéger les loups. Ces gamins sont complètement terrifiés, désorientés. Ils portent des vêtements faits d'une matière que personne ne reconnaît au village, et ils parlent une langue totalement incompréhensible. Mais le truc le plus fou, le détail qui a fait traverser les siècles à cette histoire, c'est que leur peau a une teinte indéniablement verte. Partie 1. Le mystère de Woolpit. Une étrange découverte. Alors, que se passe-t-il après cette découverte ahurissante? Les enfants sont recueillis par un grand propriétaire du coin, un certain Sir Richard de Calne. Ils sont en pleurs et refusent catégoriquement de toucher à la nourriture qu'on leur donne. Pendant des jours, ils dépérissent à vue d'œil. Puis, par hasard, ils tombent sur des fèves fraîchement récoltées. Les textes racontent qu'ils les ont littéralement dévorés crus en les arrachant directement de la tige. Et pendant des mois, ils n'ont mangé absolument que ça. La suite de l'histoire, malheureusement, est tragique pour le petit garçon. Il semblait plus jeune, il est tombé gravement malade, a sombré dans une profonde dépression et est décédé peu de temps après avoir été baptisé. La fille, par contre, s'est accrochée, elle a fini par accepter de manger d'autres choses et, fait incroyable, sa peau a perdu sa teinte verte pour redevenir normale pendant qu'elle commençait à apprendre l'anglais. Section 2. Les chroniqueurs, des preuves historiques. Ce qui est vraiment dingue dans cette affaire, ce n'est pas juste l'histoire en elle-même, c'est le fait qu'on en ait des preuves historiques concrètes. On ne parle pas d'une vague légende urbaine chuchotée au coin du feu. L'histoire a été consignée par deux chroniqueurs super respectés de l'époque, et ce, de manière totalement indépendante. D'un côté, on a le moine Guillaume de Newburgh, qui rédige son récit vers 1189, en se basant sur des témoins directs de confiance. Et de l'autre, on a Ralph de Coggeshall, qui écrit un peu plus tard, vers 1220. Et là, attention, c'est crucial. Ralph habitait juste à côté et il affirme tenir l'histoire directement de la bouche de Richard de Calne, l'homme qui a hébergé les enfants chez lui. Bref, on a affaire à un compte-rendu de première main, solidement ancré dans la réalité de l'époque. Forcément, quand la jeune fille a fini par maîtriser la langue anglaise, on l'a bombardée de questions sur ses origines. Et sa réponse a laissé tout le monde sans voix. Elle a déclaré avec le plus grand sérieux venir d'un endroit appelé le pays de Saint-Martin, une terre chrétienne avec ses propres églises, mais qui était constamment plongée dans une pénombre quasi totale. Section 3, pays Saint-Martin, la terre d'origine. Quand elle racontait ses souvenirs, c'était digne d'un véritable conte fantastique. Elle décrivait donc ce crépuscule perpétuel et affirmait que tous les habitants là-bas avaient la peau verte, comme elle et son frère. Elle a raconté qu'un jour, alors qu'ils gardaient le bétail de leur père, ils ont entendu un son de cloche hyper puissant et envoûtant. Fascinés, ils ont suivi ce bruit à travers une caverne souterraine, sombre et interminable. Et après avoir erré dans le noir, ils sont soudainement sortis à l'air libre, ont été totalement aveuglés par la lumière du soleil avant de tomber nez à nez avec les villageois terrifiés. Section 4. Théorie et folklore. Mythes et légendes. Sans surprise, ce mystère a fait couler beaucoup d'encre et les théories les plus folles ont explosé, surtout avec l'arrivée d'Internet. Certains mordus d'ufologie ont très sérieusement suggéré qu'il s'agissait d'extraterrestres fonctionnant par photosynthèse. D'autres ont parié sur des voyageurs venus d'une dimension parallèle ou carrément du futur. Plus classiquement, les folkloristes ont vite fait le rapprochement avec les légendes celtiques. C'est vrai que la couleur verte, dans le folklore britannique, c'est la couleur des fées par excellence, tout comme les mondes souterrains et l'incapacité de consommer de la nourriture humaine. Ce sont des théories super amusantes à explorer, mais on va voir qu'elles résistent assez mal à une vraie analyse historique. Section 5, réalité médicale, la science l'explique. Eh bien, la vraie clé de ce mystère est purement médicale. On parle ici de la chlorose, une pathologie qu'on appelait littéralement la maladie verte à l'époque. C'est en fait une forme sévère d'anémie liée à une immense carence en fer, très souvent provoquée par une sous-alimentation dramatique. En gros, le corps ne produit plus assez d'hémoglobine et la peau prend véritablement une teinte verdâtre. Si on repense à l'état des deux enfants à leur arrivée, ils étaient à 2 doigts de mourir de faim. Et le fait qu'ils n'aient mangé que des fèves pendant des mois n'a rien arrangé, c'est un régime ultra carencé. Le diagnostic médical est implacable et colle à 100% à ce qu'on observe ici.
Et le plus beau, c'est que les archives de l'époque valident complètement cette théorie médicale. Les chroniqueurs ont noté très clairement que, dès l'instant où la petite fille a commencé à manger de tout, comme du pain ou de la viande, sa couleur verte s'est estompée jusqu'à disparaître totalement pour laisser place à une peau de couleur tout à fait classique. C'est texto la façon dont on guérit d'une chlorose. Il n'y a pas l'ombre d'une magie là-dedans, c'est juste la stricte science de la nutrition humaine à l'œuvre. Section 6. Réfugiés flamands. Explication historique. Mais alors, comment expliquer la langue inconnue et l'origine mystérieuse de ces enfants? C'est là que l'histoire avec un grand H intervient. Au XIIe siècle, il y avait énormément d'immigrés flamands en Angleterre et ils ont subi de terribles persécutions sous le roi Henri II. Le sommet de cette violence, ça a été la bataille de Fornham en 1173. Le consensus des historiens aujourd'hui, c'est que ces enfants étaient très probablement des orphelins flamands fuyant le massacre de leurs parents. Terrorisés, ils auraient fui pour se cacher dans la dense forêt de Thetford ou dans les anciennes mines de silex souterraines très communes dans la région. Après des jours d'errance dans le noir total, affamés, ils auraient fini par atterrir à Woolpit. Et honnêtement, pour des paysans anglais du XIIe siècle qui n'étaient jamais sortis de leur village, le flamand et des habits étrangers, c'était tout aussi incompréhensible qu'une langue extraterrestre. C'est à ce moment précis que tout le puzzle s'assemble de façon absolument magistrale. Si on prend les souvenirs racontés par la jeune fille et qu'on les plaque sur la vraie carte de la région, tout devient limpide. La langue étrange, c'était un dialecte flamand. Le fameux pays de Saint-Martin, c'est tout bêtement un village d'à côté qui s'appelle Fornham-Saint-Martin. Le crépuscule perpétuel et la caverne, un souvenir traumatique de leur fuite dans l'obscurité des forêts ou des mines. Et le son des cloches puissantes, l'immense abbaye de Bury St Edmunds, située à quelques kilomètres, possédait des cloches gigantesques qui s'entendaient hyper loin. D'un coup, tout le vernis mythologique s'évapore pour laisser place à la stricte géographie locale. Section 7. Derrière le mythe, l'humain souvent oublié. Au-delà des théories et des mystères, il est crucial de ne pas perdre de vue le côté humain de cette histoire. Le chercheur John Clarke le résume de manière extrêmement touchante. Derrière des siècles de mythes et de folklore, il y avait d'abord et avant tout de vrais enfants. 2 gamins qui devaient être pétrifiés de peur, affamés, malades et probablement rendus orphelins par la guerre. Ils se sont retrouvés coincés dans une histoire qui les dépassait totalement. Leurs propos d'enfants traumatisés ont été romancés et déformés par des adultes qui voulaient y voir des fées et de la magie, effaçant au passage leur véritable tragédie personnelle. Heureusement, tout n'est pas sombre dans ce récit et on y trouve une sacrée dose de résilience. Cette jeune fille, qu'on appelle parfois Agnès dans certains textes, a réussi à se construire une vie malgré ce départ effroyable. Elle a appris la langue, elle a travaillé dur pendant des années pour la famille qui l'avait recueillie et elle a fini par se marier. Elle a refusé de n'être qu'un objet de curiosité ou un monstre de foire et s'est finalement fondue dans la société anglaise de son époque pour y vivre sa vie. Ce qui nous amène à une réflexion finale assez troublante pour clôturer ce décryptage. On peut se demander à quelle fréquence nos sociétés choisissent-elles de transformer les exclus, ceux qui ont subi des traumatismes, en monstres ou en mythes. L'histoire de Woolpit est un miroir incroyable de la nature humaine. Face à des enfants qui parlaient une autre langue et portaient les marques physiques extrêmes de la misère, les gens de l'époque ont préféré croire au surnaturel plutôt que de regarder la souffrance en face. C'est un mystère qui, au bout du compte, nous en apprend beaucoup plus sur les biais de la société qui l'a popularisé que sur les malheureux enfants qui l'ont vécu. Ça laisse vraiment à réfléchir.